Donc, bonjour à toutes et à tous. On vous remercie d'être ici pour notre journée sur l'intelligence artificielle dans les sciences de la santé et pas plus particulièrement dans l'enseignement en santé. On a une journée assez riche, vous allez voir, avec des intervenants très divers. Ce qu'on vous propose, c'est plus un apport théorique ce matin et plus des retours d'expérience cet après-midi avec des choses plus pratiques qui restent quand même de l'ordre de la recherche. Et pour ouvrir cette journée, nous accueillons, il s'est déjà un petit peu présenté, le professeur Stéphane Canu, qui est chargé de mission intelligence artificielle au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc le MESRI. Le Stéphane Canu, comme il vous l'a dit, il enseigne à l'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées à Rouen, en Normandie. Il est membre du laboratoire LITIS, informatique, traitement de l'information et des systèmes dans l'équipe apprentissage. Alors, c'est pas moi qui vous le dis, parce que c'est Franck qui a écrit le petit texte, donc je ne vais pas lui voler ce qu'il a écrit. Il vous conseille de visiter son GitHub, qui est une petite mine d'informations et de ressources sur l'IA. Et au nom de l'équipe, en fait, Stéphane Cagnon vous remercie vivement d'avoir bien voulu prononcer quelques mots d'ouverture pour cette journée qui est consacrée à l'IA dans l'enseignement en santé. Et on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Je compte sur vous pour passer les slides. Ouais, Voilà, donc on va rentrer directement dans le sujet maintenant. Donc, on va passer au premier slide, au slide suivant. ouais. Voilà, donc un petit point de vue historique sur qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc, ça date pas d'hier. L'intelligence artificielle a été définie formellement, on va dire, dans les années 50, avec le célèbre test de Turing, où on a dit, bah, tiens, une machine, elle serait intelligente si elle arrivait à se faire passer pour un humain. Bon, cette définition est remise en cause, mais voilà. Et donc, beaucoup de recherches ont été menées autour de l'intelligence artificielle. Des recherches ont poussé, et puis différentes techniques ont été proposées. Et en fait, dans les années 80-90, une technique s'est avérée plus efficace que les autres, c'est la technique machine learning. En fait, c'est l'apprentissage machine. En fait, cette technique, ça revient à essayer de programmer un ordinateur à partir d'exemples. Donc, on donne des exemples à une machine et la machine apprend à gérer ces exemples, à les reproduire, à les emmagasiner. Donc, évidemment, derrière les technos, c'est des statistiques avancées, mais des statistiques, on fait des moyennes sur ces exemples en quelque sorte. Donc, des moyennes un peu sophistiquées, on va dire. Voilà. Et puis, est arrivée l'ère des big data dans les années 2000. Donc, on a pu avoir de plus en plus d'exemples, donc d'entraîner des systèmes de plus en plus complexes. Et donc, ce qui s'est passé en 2010, c'est que des systèmes particuliers d'apprentissage qui s'appelaient des réseaux de neurones, c'est un modèle particulier, et plus exactement des réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire très grands, ont permis des résultats stupéfiants. Je vais y revenir. Et de ces techniques qui permettaient au début principalement de traiter des images, euh, aujourd'hui, on arrive à traiter aussi du texte à travers des technologies plus spécifiques, qui sont des réseaux de neurones spécifiques qu'on appelle des transformers, qui ont été entraînés sur des masses de données et qui permettent de générer des objets et notamment du texte. C'est là où ça marche super bien, c'est des techniques de génération de texte. Alors peut-être slide suivant. Donc, si on regarde ce qui s'est passé ces 10 dernières années, effectivement, en 2012, une machine, un réseau de neurones profond a réussi à reconnaître ce qu'il y avait sur une image mieux que des humains. Et donc, les systèmes ont démontré que pour analyser des images, c'était la bonne techno au niveau recherche. Après, il faut que ça diffuse et que la techno avance. En 2016, les mêmes technologies euh, permettent à un système de jouer au jeu de Go très complexe et à battre les champions du monde. Et donc, ça veut dire que le système, non seulement il sait reconnaître des images, mais il va être capable de traiter des séquences temporelles et de planifier un certain nombre d'actions. Là, dans le Go, un monde fermé, mais quand même d'une très grande complexité. 2018, 2 années après, on applique ça à du texte et on montre que le système est capable de générer du texte. Ça, c'est super. Et en fait, en 2020, les lois d'échelle montrent en fait que plus on va entraîner un système avec beaucoup d'exemples, plus il sera gros, meilleur il va être. C'est la loi d'échelle. Plus on a d'exemples, plus le modèle est gros, meilleur il est. Et tout ça débouche sur, slide suivant, le 30 novembre 2022, il y a à peine 2 ans. Hein, certains ont qualifié le moment Spoutnik de l'IA, c'est-à-dire que tout le monde commence à réaliser que mince, il se passe quelque chose, il y a vraiment un système qui fonctionne, qui peut rendre des services, et c'est l'arrivée de ChatGPT, où tout le monde se dit, mais oui, je vais pouvoir en faire quelque chose, il y a vraiment un système qui fonctionne et qui marche,
Et là, voilà, moi, j'ai mon téléphone qui a bipé très fortement ce jour-là, où tout le monde me disait, mais écoute, regarde, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, on réalise que ce qu'on appelle l'IA fonctionne, mais en fait, l'IA, vous avez compris, c'est pas tout l'IA, c'est pas machine learning, c'est même pas le deep learning, mais c'est vraiment l'IA génératif, un type particulier de réseau qui s'appellent des transformers. Voilà, slide suivant. Donc ça, on peut en faire plein de choses. Donc l'IA aujourd'hui, c'est, je vous l'ai dit, des deep learning. On peut traiter donc des données tabulaires, c'est des données qui sont des données, des quantités, des images, des textes, mais aussi de la parole. Et on va aller vers des voitures autonomes et des robots. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Les textes, bah, on a des systèmes sur lesquels on peut poser des questions, mais vous avez vu aussi avec ChatGPT, on peut rentrer dans des dialogues. Si les réponses sont pas bonnes, on peut modifier la question pour améliorer les dialogues. On s'en sert comme des outils de recherche. Pas plus tard que ce matin, ChatGPT a publié son moteur de recherche, mais il y en a d'autres, Perplexity, on verra. On peut interroger des documents. Donc, vous pouvez ajouter à ChatGPT ou à ses homologues des documents et interroger ces documents ou faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire adapter un système à vos besoins particuliers, ce qui requiert en fait une certaine connaissance en IA. Et puis, associé à ça, il y a des technologies qui sont mûres maintenant pour traiter les textes avec donc ChatGPT, LM Studio, Notebook LM. Je vais y revenir. Slide suivant. Donc, les progrès en traitement d'image, je les illustre par cette mammographie où l'intelligence détecte en fait un cancer du sein 4 ou 5 ans avant son développement. Donc, j'ai vu certains auteurs, c'est 4, d'autres, c'est 5 ans, mais en fait, c'est très avant son développement, donc sur une mammographie qui est considérée comme normale. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que qui dit détection ne dit pas aussi action. Après, il faut que des spécialistes, des médecins disent, bon, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne va pas modifier d'ailleurs la pratique médicale vis-à-vis des radios? Il faut en faire moins, il faut les faire mieux. Bon, bref, ces avancées, c'est des outils qui vont nous aider à décider, mais après, c'est à nous de mettre en œuvre en fait notre bon sens et notre capacité d'analyse pour faire correctement l'usage de cette nouvelle technologie. Slide suivant. Donc, dans le domaine de la médecine, moi, j'ai été fasciné par Nabla. Nabla a mis un assistant médical en ligne. Vous pouvez l'utiliser. Hein. Vous tapez Nabla sur votre moteur de navigation, même sur le téléphone portable, ça marche très bien. Et en fait, Nabla va enregistrer une discussion normalement entre un malade, un patient et un médecin, et va rédiger à la fin de l'enregistrement un compte rendu de la discussion. Et ça marche vraiment, vraiment pas mal. C'est assez intéressant à tester et de voir un peu les progrès qui sont faits. Et derrière, c'est bien de l'IA générative. Donc, transparent suivant. Voilà. Alors, donc ça, c'est des outils spécifiques médecine, mais effectivement, il y a des outils qui sont disponibles, qui ne sont pas spécialisés médecine, mais qui peuvent rendre des services. Donc là, j'ai mis les icônes, j'ai récupéré une image publiée sur LinkedIn. Donc, vous avez évidemment ChatGPT, mais le chat de Mistral est un outil tout à fait pertinent que vous pouvez très bien utiliser. Et il est français et il fonctionne en France, donc il garantit quelque part vos données. Donc j'ai mis le copilote, mais qui en ce moment ne marche pas si bien. Je dis en ce moment parce que des nouveaux modèles sont produits régulièrement et améliorent les choses. Donc Claude, qui sont des dissidents d'OpenAI, qui fait un système assez intéressant, c'est Anthropic. Donc Perplexity, qui était un modèle excellent, mais qui est en train d'être attaqué par ChatGPT. Et puis donc le dernier que j'utilise pas mal, qui s'appelle Notebook LM, qui a le mérite de permettre, en fait, vous pouvez télécharger en fait plein de documents et interroger ces documents. Par exemple, vous pouvez télécharger des documents où il y a plein de notes légales et demander des références donc à des normes pour voir un peu ce qui se passe. Et puis le petit dernier tout en haut, c'est dictée.ia. Donc c'est une IA éthique pour les réunions vocales sur mobile. C'est un outil français qui est en ligne aussi, qui est vraiment pas mal et qui est assez utile, quoi. Donc en fait, on voit que y a des outils qui sont disponibles et gratuits qu'on peut utiliser dès maintenant. Et en fait, dans la formation, je peux vous dire que nos enfants ne s'en privent pas et l'utilisent massivement à l'école. Donc, comme un sparring partner auquel ils peuvent demander toutes les questions qu'ils veulent à ces outils. Voilà, transparent suivant. Mais pour aller plus loin, moi, sur ma machine, j'ai installé des outils que je peux utiliser, vous voyez, dans le rond rouge. Je coupe mon réseau, et ben, j'ai accès à des modèles LLM. Là, j'ai installé deux outils, un outil qui s'appelle Anything LLM pour faire justement de l'interrogation de documents, et il est couplé avec LM Studio.
Donc ça s'installe en un clic sur ma machine. Et le modèle en vert que j'utilise, c'est un modèle de Mistral, Mistral AI, un modèle français qui s'appelle Nemo, qui est gratuit. Donc en fait, on peut aussi en local installer sur des machines. Alors aujourd'hui, c'est des machines. Demain, ça sera sur nos téléphones portables. On pourra avoir ces applis en direct et qui fonctionneront sur nos téléphones portables. Transparent suivant. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, là, vous voyez, je vous ai présenté, on voit le temps, c'est la ligne du temps, et ici, les performances, en fait, des modèles. Et on voit que entre 2022 et 2024, en fait, la qualité des modèles s'est améliorée et on a de plus en plus de modèles qui fonctionnent correctement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les modèles sur le chapitre, sur le schéma les plus performants en rose restent des modèles classiques qu'on va interroger, ce qu'on appelle les prompts, c'est la manière dont on va les interroger. En fait, la manière dont on pose les questions, dont on discute avec les systèmes est très importante. Des gens ont essayé de jouer aux échecs avec les systèmes. Donc, si vous dites, ah bah tiens, jouons aux échecs, je joue E4, qu'est-ce que tu fais? Là, le système, il joue très très mal. Mais si vous lui mettez en condition, vous lui dites, ah bah attends, tu es un champion du monde d'échecs, regarde, je vais te donner comment se passe une partie. On va rejouer une partie de champion contre champion avec tout un contexte qui fait rentrer le LLM dans son rôle de champion d'échecs. Et ben là, il va commencer à bien jouer aux échecs. Et si vous jouez aux échecs très bien, il joue très bien. Si vous tirez vos coups au hasard, il joue très mal parce qu'il joue au hasard comme vous. En fait, le système s'applique, s'adapte au contexte et c'est dans le contexte, la manière dont on pose les questions qu'on va déterminer la qualité des réponses. Voilà. Et donc, ce schéma montre que, en fait, la qualité des modèles s'améliore au cours du temps. Et alors, donc, j'aime bien parce qu'il trace toujours une ligne violette. Là, vous voyez, la ligne violette, c'est censé être le niveau des experts humains. Alors, je ne sais pas comment on établit l'expert humain. Enfin, on va dire que en moyenne, les gens, ils ont un certain niveau et que ces modèles arrivent au niveau de performance qu'on peut attendre d'un expert humain. Donc, plus ou moins bien selon les questions, selon la manière dont on formule et comment ils sont entraînés. Mais voilà, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de travaux sur ces systèmes qui visent à les améliorer. Je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est une amélioration permanente. Et donc, dès l'an prochain, on aura des systèmes encore meilleurs. Donc, il faut suivre et se mettre à jour dans ces modèles et leur utilisation. Voilà, transparent suivant. Alors, vers où on va? Donc, on va travailler sur l'usage de ces LLM. Je vous ai dit la manière dont on va prompter. On va en avoir de plus en plus spécialisés qui vont devenir des agents. On va essayer de travailler en recherche pour résoudre les problèmes à résoudre. Et puis, il va y avoir des systèmes qui vont intégrer, ici, j'ai montré sur l'illustration, un robot. Alors, vous voyez, c'est un petit bras de robot qui vaut 120 $. Et en fait, le type a mis son ordinateur et il utilise la caméra de l'ordinateur pour piloter le robot. Et en fait, il dit au robot, vas-y robot, nettoie la tâche. Vous voyez, il y a une petite tâche. Et en fait, le robot va comprendre l'instruction nettoie la tâche. Il sait il va comprendre que devant lui, il y a une éponge et une tâche, et que pour nettoyer l'éponge, il doit nettoyer la tâche, pardon, il doit prendre l'éponge et nettoyer la tâche. Donc en fait, c'est un robot auquel on parle, et à partir de la manière dont on parle, il va interpréter et se programmer lui-même pour résoudre les problèmes. Alors ça reste un jeu, puisque c'est un outil de recherche, mais c'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi on va arriver. Voilà. Donc, dernier transparence suivant. Et ce que je suis qui est vraiment intéressant, c'est là où on va dans les voitures. Donc, les voitures autonomes, on en parle depuis longtemps. Et en fait, cette année, il s'est passé en bas bruit quelque chose qui me semble très important. C'est que donc Waymo, c'est des taxis autonomes américains, ont annoncé qu'en fait, chaque jour, ils transportent plus de 20 000 passagers, en l'occurrence plus de 21 000 passagers payants. Donc aux États-Unis, chaque jour, 21 000 personnes prennent des taxis autonomes pour aller d'un point A à point B. Donc en fait, on est passé du bricolage et de l'aspect un peu artisanal à une pré-industrialisation. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que leurs taxis sont suffisamment sûrs pour pré-industrialiser et commencer à le faire massivement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette compagnie Waymo, qui est une filiale de Google, en fait, ils cherchent à améliorer le conducteur autonome qui pilote la voiture. Et en fait, ils ont ce projet de recherche qui consiste à mettre un modèle de langage, en l'occurrence Gemini, c'est le modèle, le chat GPT de chez Google, qui marche très très bien. Et donc, ils veulent le mettre dans la voiture pour améliorer en fait les performances de la voiture, parce que le problème, c'est des situations inattendues. Quand un chien débarque sur la route ou qu'une voiture perd un meuble, il y a plein de situations inattendues dans lesquelles les taxis fonctionnent mal, ils sont obligés de s'arrêter, il y a des reprises en main, etc. Et ils comptent sur ces modèles pour aller plus loin et rendre des taxis encore plus sûrs et d'avoir vraiment la conduite autonome. Donc c'est là, vers là où on va, c'est l'intégration de ChatGPT
dans des robots et des machines. Et peut-être la première machine qui les intégrera positivement, ce seront ces véhicules autonomes. Voilà, j'en ai fini. Voilà. Et donc, si vous aviez des questions, ben, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais laisser la parole à Franck Dufour. Merci beaucoup. En fait, je voulais revenir, je vais voir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, ce micro? Ça marche moyen? C'est mieux comme ça? Nous, on l'entend très bien. Vous, vous entendez très bien? Oui, c'est Alors, parfait. je vais parler fort. Et je voudrais revenir sur la question des véhicules autonomes, s'il n'y a pas de questions dans la salle pour l'instant, parce que j'avais participé et fait participer mes étudiants dans un cours sur l'éthique à une expérience sur les véhicules autonomes qui sert en fait à renseigner le système de guidage, c'est-à-dire que c'est un système qui propose des solutions, des situations qui sont des dilemmes. Par exemple, face à moi, j'ai d'un côté deux personnes et puis je ne peux pas les éviter. Et puis de l'autre côté, j'ai un chien. Dans quelle direction je dois aller? Et en fait, le système collecte des réponses d'humains pour essayer d'observer dans quelle direction va en général le choix éthique, le choix qui est fait par des humains. Et ça servait à alimenter justement un moteur d'intelligence artificielle qui, à partir de l'ensemble de ces réponses humaines collectées, essayait de les comprendre, de les analyser et d'établir des modèles de raisonnement éthique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces choses ou Alors, l'éthique est fondamentale et on veut faire des IA qui soient au service des humains, des choses qui nous aident, des assistants. L'IA ne doit pas remplacer les gens ni l'infirmière, évidemment, mais c'est un outil pour lui permettre de mieux travailler. C'est ce qu'on veut. Mais il ne faut pas être aveugle. On constate qu'effectivement, l'IA est utilisée sur les champs de bataille. Euh, et donc, il peut y avoir aussi des usages de l'IA pour effectuer des attaques informatiques. En fait, il y a plein d'usages détournés ou pas d'ailleurs de la surveillance en Chine pour pas le nommer, voilà, et qui montre bien aussi que la perception aussi de l'éthique est très différente suivant les cultures et les civilisations, et de même que donc la machine morale dont vous parlez, hein, vous pouvez faire machine morale, elle est toujours disponible. Euh, ben en fait, les réponses dépendent des pays et des cultures, hein, voilà, et parce que en fait, nous-mêmes en tant que chauffeurs, on peut être soumis à cette question. C'est de la psychologie, de la philosophie expérimentale, et voir comment on réagit bon, par rapport à ces différentes situations. Voilà. Donc l'éthique, c'est une question très importante qui est très ancienne. C'est l'usage des outils. Donc confère par exemple tout ce qui se passe dans le cadre nucléaire, hein, avec tous ces débats d'éthique. Je pense qu'il s'applique parfaitement à l'IA et il faut faire très attention effectivement à ces conditions d'éthique. Et par exemple aussi, quand vous donnez des données à l'IA, vous la donnez donc à votre fournisseur d'IA. C'est pour ça que j'insiste par exemple à utiliser Mistral et le chat, bah, vous restez en France et vos données restent françaises. Donc pour des données médicales, c'est très important. oui, en effet, oui.